Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'incertitude climatique et la guerre se situent dans le prolongement des deux ouvrages que l'auteur a consacrés au rapport de la guerre avec le milieu géographique et plus précisément avec le milieu naturel. Le climat, la bataille et la guerre, l'Harmattan 2008, les guerres de partisans et les nouveaux conflits Economica 2013. Cet ouvrage s'inscrit plus particulièrement dans l'optique du climat, la bataille et la guerre. Ce n'est toutefois pas une réécriture de ce dernier. Certes, certains exemples y seront puisés. L'affaire du chemin des dames, Barbarossa, Overlord, l'attaque de la première armée française dans la vallée du Doubs et dans les Vosges, la guerre du Pacifique. Les emprunts seront toutefois très largement augmentés, ce qui en donnera une nouvelle lecture. Cet ensemble constituera la seconde partie de l'ouvrage. Pour le reste, on entre dans un nouveau domaine. Le lecteur sera invité à pénétrer dans des notions de météorologie et de climatologie, qui ne lui sont sans doute pas familières. C'est dans cet esprit que la première partie sera consacrée à des éléments de météorologie et de climatologie, que l'on pourra considérer comme des fondamentaux. La troisième partie sera également dominée par les questions climatiques, puisque sera abordé le débat relatif au changement climatique et à ses conséquences sur les milieux géographiques, avec lesquels les décisions et les forces armées auront à compter. Cette partie est le véritable prolongement du livre Le climat, la bataille et la guerre, car dans ce dernier la question n'avait pas été abordée. C'est le moment de s'en expliquer. Un ouvrage s'écrit dans le temps. En 2008, Le climat, la bataille et la guerre reflétaient une réflexion élaborée environ 1 an et demi avant cette date. Or, à ce moment-là, le débat sur le réchauffement et le changement climatique faisait rage dans les milieux scientifiques. On laissera de côté tout ce qui se rattachait aux préoccupations politiques. Les climato-sceptiques disposaient alors d'une large audience, ce qui les amenait à critiquer sévèrement les conclusions du GIEC qui, dans son rapport de 2007, affirmait les dangers d'un réchauffement climatique impliquant les œuvres de l'homme. Aujourd'hui, les choses sont plus claires. Certes, le scepticisme à l'égard de l'action humaine n'a pas disparu et n'a pas disparu la méfiance à l'égard du CO2 d'origine anthropique, dont certains continuent de nier le rôle dans un réchauffement, qu'ils ont tendance à attribuer aux seules vicissitudes climatiques naturelles. Les débats menés en 2015 au sein de l'Académie des sciences, en France, en sont l'illustration. On doit cependant admettre qu'un certain consensus s'établit autour de faits hautement corrélés. La Terre se réchauffe, les gaz à effet de serre augmentent, les pourvoyeurs de ces gaz qui modifient la chimie de l'atmosphère sont identifiés, les hommes. On peut donc désormais s'aligner, tout en gardant une certaine liberté dans les constats et les interprétations sur les rapports du GIEC. À ce propos, il est précieux de posséder désormais ces rapports de 2007 et de 2014. La réflexion militaire ne saurait rester à l'écart d'une question aussi essentielle. On verra d'ailleurs que les militaires américains prennent la question au sérieux, et qu'ils l'intègrent désormais dans leurs préoccupations stratégiques. Tout cela explique la pertinence d'une troisième partie consacrée aux relations de la géostratégie avec le réchauffement climatique, réchauffement susceptible, en combinaison avec d'autres facteurs, de créer des tensions, voire des conflits. Il est précisé dans la première partie que le choix a été porté sur les échelles spatio-temporelles globales. Ce sont elles qui s'accordent avec les théâtres d'opération présentés dans la deuxième partie. En ce qui concerne le réchauffement climatique, ce sera donc à cette échelle que l'étude sera menée. Ainsi la relation apparaîtra-t-elle comme logique entre la géostratégie, les grandes tendances au réchauffement et leurs impacts géographiques. L'entreprise proposée pourra paraître insolite. Pourquoi en effet, aller si avant dans l'analyse climatique proprement dite ? N'est-on pas quelque part hors du sujet ? Autrement dit, était-il nécessaire d'évoquer des notions dont la littérature militaire semble bien se passer ? La réponse est claire. L'auteur de cet ouvrage, climatologue et officier d'état-major, estime qu'il n'est pas superflu et même qu'il est nécessaire d'aller aussi avant que possible dans l'explication des faits et des événements. Au demeurant, n'est-ce pas ce qui se passe lorsque le général Eisenhower décide le débarquement du 6 juin 1944 à partir de ce que les cartes météorologiques ont révélé à la suite des travaux menés par l'équipe du chef prévisionniste Stagg ? Pourquoi alors, dans la mesure où on en a les moyens, ne pas en faire autant,
en confrontant les décisions aux conditions atmosphériques du moment, ce qui permet de donner à l'événement une ampleur explicative que de simples allusions au temps ou au climat ne permettent pas. On vient de parler des moyens. Certes, ils sont bibliographiques. Mais d'après ce qui précède, ils doivent aussi faire appel à une documentation météorologique précise, c'est-à-dire directement concernée par les événements vécus. Heureusement, cette documentation existe. Le Daily Weather Report britannique donne accès aux cartes élaborées à partir du réseau d'observation atmosphérique dont ont profité les Alliés. On peut donc avoir sous les yeux les cartes météorologiques de surface qui ont permis à Eisenhower de prendre sa décision en juin 1944. On dispose également, diffusées par les services météorologiques allemands, de cartes de surface et d'altitude initiées par la NOAA américaine. Ces cartes, qui sont des réanalyses, permettent de confronter l'opération du chemin des dames avec le très mauvais temps du moment. On a, de même, un éclairage météorologique pertinent sur les phases cruciales de l'opération Barbarossa, ou sur l'attaque du 14 novembre 1944 dans la vallée du Doubs. Sans doute l'approche permise par l'inclusion de ces documents donne-t-elle à l'ouvrage proposé une part de son originalité. C'est en ce sens que la décision militaire sera mise en regard de l'incertitude climatique, que celle-ci soit subie, le chemin des dames, maîtrisé, Overlord, intégré, l'attaque du 14 novembre 1944 dans la vallée du Doubs, ou encore qu'elle comporte des inconnus qui ne livreront leurs secrets qu'après le conflit. C'est ainsi que la guerre du Pacifique a été engagée à un moment où les conditions climatiques du Pacifique tropical étaient encore très mal cernées. On trouvera dans le texte un nombre assez important de citations d'acteurs ou de témoins des événements retenus. On a voulu ainsi donner à l'ouvrage un ton vivant qu'aucune considération générale n'était susceptible de traduire. Il convient, ces remarques étant faites, d'aller plus avant dans les intentions qu'entend exprimer l'auteur. Il est commun de dire que la guerre qui oppose des hommes, des armes et des matériels est influencée par le milieu dans lequel se déroulent les événements. À ce propos, personne ne nie l'importance des aménagements existants sur les territoires d'affrontement, pas plus que l'importance des conditions physiques proprement dites, relief, hydrographie, forêt, modelé, climat. Cependant, malgré leur indiscutable influence, ces conditions, en particulier physiques, n'ont pas dans la réflexion toute la place qui leur revient. C'est le constat qui avait été fait par l'auteur de ces lignes lorsqu'il décida de montrer dans le climat, la bataille et la guerre, 2008, l'importance du climat, puis dans les guerres de partisans et les nouveaux conflits, 2013, celui de la géographie physique tout entière, cette géographie permettant à des combattants dispersés mais résolus, de résister quasi indéfiniment à la force de grandes puissances militaires. Les opérations Serval et Sangaris vont dans le sens de ce constat, avec des milieux arides qui, dans le premier cas, s'allient à la résistance ethnique des rebelles Touaregs à l'influence de Bamako. L'opération Barkhane qui prolonge Serval va dans le même sens. Le mot Barkhane est d'ailleurs symptomatique du milieu dans lequel la France entend poursuivre les djihadistes, puisque la Barkhane est une dune mobile très caractéristique du désert africain. En 2015, l'auteur confirme sa position. Il constate en effet que des facteurs de la décision militaire qui peuvent lourdement peser sur l'issue ne sont pas étudiés au niveau de pertinence où ils devraient l'être. Il est un facteur qui lui paraît maintenu dans une particulière indifférence et qui pourtant est essentiel: le climat. Il se trouve en effet que celui-ci pèse non seulement sur les décisions militaires passées, mais aussi sur la vision stratégique du présent et géostratégique du futur, avec la question du réchauffement climatique, son impact et donc la modification des milieux. Certes, la littérature militaire abonde en allusions aux conditions météorologiques et climatiques dans lesquelles se sont déroulées les batailles et les campagnes. Qui ne connaît l'ambiance pluvieuse dans laquelle s'est perdue l'offensive du chemin des dames en 1917, ou encore l'extraordinaire dilemme devant lequel se trouvait le général Eisenhower lorsque, dans l'imminence du débarquement de Normandie en juin 1944, il était face à une météorologie incertaine? Par ailleurs, aucun penseur militaire n'ignore l'importance que le réchauffement climatique est susceptible d'avoir sur la géostratégie du futur. Mais à notre connaissance, il n'a pas été décidé jusqu'ici de tenter l'esquisse d'une doctrine incluant ces événements météorologiques ou climatiques dans la décision militaire ou la géostratégie qui se profile avec le changement climatique annoncé,
sinon dans l'essai que l'auteur de ces lignes a présenté dans Hérodote, 2011, Renseignements et intelligence géographique, sous le titre Stratégie militaire et climat, et dans un rapport publié en 2003, issu de préoccupations du Pentagone. L'ouvrage présenté tente donc d'aller plus avant dans la thématique proposée dans le climat, la bataille et la guerre, en mettant en regard la décision militaire, la géostratégie et l'incertitude climatique due à sa variabilité structurelle. On se trouve alors dans un cas de figure qui rejoint la réflexion que le général Desportes a menée dans son livre Décider dans l'incertitude, Economica 2007, réédition 2011. Le thème d'un ouvrage portant sur la décision militaire, la géostratégie et l'incertitude climatique compte 2 volets. Celui qui a trait au climat implique que celui-ci, assorti de la météorologie, est la place qui s'impose. C'est cette place que l'auteur, climatologue, entend ne pas minorer. L'idée maîtresse retenue concernant le climat est sa variabilité dans l'espace et aussi dans le temps. Dans ce dernier cas, la variabilité se manifeste de part et d'autre des valeurs centrales, moyennes ou médianes. C'est la notion de variabilité qui introduit celle d'incertitude et qui ouvre la voie à celle de prévision. Il convient en effet de maîtriser autant que faire se peut l'incertitude du fonctionnement atmosphérique, qu'il s'agisse du temps dans ses manifestations successives ou plus largement du climat dans son évolution, si l'on veut prendre une bonne décision militaire ou si l'on entend prendre les positions géostratégiques les plus pertinentes pour le futur. On pense en particulier ici à la concurrence qui s'instaure entre l'espoir des apostrophes. Une route du passage du nord-ouest canadien dans un contexte de déglaciation polaire, et le renforcement du canal de Panama, ce qui implique le privilège maintenu à la voie équatoriale dans les rapports océan Atlantique-océan Pacifique. La distinction doit être faite, comme elle l'a été dans le climat, la bataille et la guerre, entre la prévision du temps du moment, le type de temps météorologique, et celle sur le temps long, des vicissitudes du climat, étant entendu que si le climat peut être défini comme la succession habituelle des types de temps au fil des saisons, il possède des caractéristiques qui lui sont propres. Or, si la prévision météorologique, celle du temps à quelques jours, connaît des avancées spectaculaires, celle des modifications climatiques est beaucoup plus aléatoire, et ceci, même à des projections de pas de temps de l'ordre du mois ou de la saison. Annoncer que l'hiver sera doux ou que l'été sera pluvieux, implique une certaine dose de hardiesse. On comprend alors qu'à pas de temps plus long la prévision climatique devienne un exercice redoutable. Ainsi en est-il des prévisions actuellement avancées dans le cadre du réchauffement climatique, à 100 ans d'échéance. C'est à cela que se consacre entre autres le GIEC. Or, à chaque rapport livré par cet organisme, on constate combien est grand l'écart entre la prévision thermique basse et la prévision haute. C'est un point essentiel sur lequel il conviendra de s'arrêter ultérieurement. Les variabilités atmosphériques ont donc des significations différentes selon les pas de temps auxquels elles sont analysées. Plus la projection prévisionnelle s'inscrit dans le temps long, plus elle soulève d'incertitudes. Si l'on a aujourd'hui une bonne maîtrise du temps à venir dans les jours suivants ou dans la semaine suivante, prévision météorologique, on est beaucoup plus dans l'expectative dès lors qu'il s'agit de définir les climats futurs et à tout le moins, leurs vicissitudes. Comme la prévision météorologique, le temps court, s'inscrit dans un cadre territorial restreint alors que la prévision climatique, le temps long, s'accorde généralement de vastes espaces. On conviendra que la prévision est plus maîtrisée dans l'espace temps court que dans l'espace temps long. Ce constat est important si l'on convient, comme ce fut le cas dans le climat, la bataille et la guerre, que le temps météorologique, assorti de l'espace restreint, est celui de la tactique et que le temps climatique, assorti des vastes espaces géographiques, est plutôt celui de la stratégie et, à plus forte raison, de la géostratégie. La question qui se pose alors est celle de fixer les limites temporelles, et nécessairement spatiales dans la mesure où s'établit un lien entre les échelles temporelles et spatiales, entre la prévision météorologique et la prévision climatique. On conviendra, mais il s'agit d'une position toute personnelle, que le temps climatique commence là où la prévision météorologique devient impossible. On admettra donc que c'est lorsque la maîtrise des vicissitudes de l'atmosphère échappe à la prévision du temps, le type de temps, que l'on passe dans le temps climatique dont la prévision relève d'un mode différent. On bascule alors dans l'aléa et le changement climatique. Une bonne illustration de ce point de vue est fournie par le débarquement de Normandie,
le 6 juin 1944. On a beaucoup souligné, et à juste titre, la réussite des prévisionnistes, dont leur chef, Stagg, sur lesquels s'est appuyé le général Eisenhower lorsqu'il dut choisir le jour de ce débarquement. Le choix se fit en fonction d'une éclaircie prévue au cours d'une période turbulente dans la Manche. Cependant, même si l'idée ne pouvait pas être écartée, du fait que l'on se trouvait alors dans un contexte de défilé de dépressions d'ouest pluvieuses et venteuses, il n'était pas possible de prévoir le temps tempétueux qui, en fin de mois, allait éprouver durement les installations côtières alliées et peser sur la poursuite des opérations. D'autres cas sont plus subtils. Dans l'affaire du 6 juin 1944, l'espace de manœuvre était défini, les côtes anglaises et françaises ainsi que l'espace maritime. Était définie également l'instantanéité de la corrélation établie entre l'événement militaire et l'événement météorologique, une éclaircie à l'arrière d'un front froid. On était donc dans le cas de figure unitaire, qu'il s'agisse de l'action menée ou de l'environnement dans lequel était menée cette action. Or, lorsque l'écoulement du temps va de pair avec le déroulement des événements militaires, la variable climatique devient de plus en plus complexe. C'est d'ailleurs ce que l'on vient de voir, dès lors que sur le mois de juin 1944 les conditions climatiques évoluent, au point de voir la côte de débarquement successivement maniable, ou du moins relativement maniable, le 6 puis hostile, du 19 au 22. Mais il est une situation qui est plus complexe encore et qui découle de la précédente. Le déroulement du temps, en même temps que le déplacement territorial de l'espace d'affrontement. Une décision initiale, une attaque conçue à partir d'une zone de départ, ouvre alors la voie à des situations atmosphériques et plus largement environnementales qui relèvent, en fonction des aléas des armes, donc des vitesses de progression ou des situations de blocage, de conditions successivement différentes et de moins en moins prévisibles. De nombreux exemples viennent à l'appui de cette évidence, que nombre de chefs militaires n'ont pourtant pas dominé. Ainsi en a-t-il été de la campagne de Russie en 1812, sous Napoléon Ier, ou de l'opération Barbarossa voulue par Hitler et commencée en 1941. Il y a pourtant le cas où les déplacements du front et les modifications d'environnement géographique sont maîtrisés. On mettra la progression de l'armée de Lattre de Tassigny, depuis le débarquement de Provence, en août 1944 jusqu'à l'arrivée en Franche-Comté en novembre de la même année, puis la pénétration hivernale en Alsace, au nombre de cette maîtrise. Au-delà des situations vécues auxquelles il vient d'être fait allusion, et qui sont tout autant d'événements historiques, il y a celles qui résulteront inéluctablement du réchauffement climatique. On entre alors dans une échelle de temps, les décennies, le siècle et au-delà, et d'espace, les divers compartiments de la planète qui augmentent considérablement l'incertitude. C'est ici qu'il convient de confronter la certitude, l'incertitude et la prise de décision. La certitude passe par l'information, la connaissance, la logique de raisonnement, ce qui entraîne la conviction. L'incertitude, à contrario, résulte de connaissances insuffisantes, d'informations parcellaires et de raisonnements fragiles. L'incertitude est également conditionnée par l'imprévisibilité des situations. On soulignera à ce propos l'imprévisibilité de certaines réactions humaines, mais aussi tous les phénomènes naturels non prévus devant lesquels peuvent se trouver les populations et les responsables. La prise de décision se situe entre les deux termes de ce dilemme, ce que l'on sait ou croit savoir, ce que l'on ignore. La décision militaire est toujours placée devant ce dilemme, ce qu'illustre de manière magistrale la réflexion du général Desportes telle qu'il la livre dans son ouvrage La décision et l'incertitude. C'est la filiation certitude, incertitude, décision, en ambiance militaire et géostratégique que l'on entend dégager dans cet ouvrage en privilégiant l'incertitude liée à la variabilité climatique. On a vu dans le climat, la bataille et la guerre la part d'incertitude qui pèse sur de grandes décisions militaires. Référence faite au temps du moment ou au climat, le temps long. C'est ce qui va être approfondi à partir d'une argumentation pénétrant plus avant dans l'aspect climatique. On sera donc amené à entrer tout d'abord dans les mécanismes climatiques, le système climatique, faute de quoi l'exercice resterait par trop superficiel. La décision militaire, la géostratégie et l'incertitude climatique entrent dans un cadre qui implique la maîtrise des échelles spatio-temporelles. Il apparaît en effet, d'après ce qui précède, que l'on peut distinguer trois grandes pistes d'analyse.
la relation de la décision et des conditions météorologiques dans le temps court et l'espace restreint, la relation de la décision et des conditions climatiques dans le temps long et l'espace étendu, la réflexion relative aux conditions imposées par le déploiement du réchauffement climatique futur. Or, ces trois pistes sont sous-tendues par la nécessité de bien comprendre la nature des processus météorologiques et climatiques auxquels la décision se trouve affrontée. On en revient à l'organisation de l'ouvrage, telle qu'elle a été évoquée plus haut. À ce propos, il convient pour finir, de préciser la signification qui est donnée dans l'ouvrage aux termes stratégie et géostratégie. On s'appuiera sur l'analyse qu'en a faite dans son magistral traité de stratégie le regretté Hervé Couteau-Bégary Economica, dernière édition 2011. À son avis, si la stratégie a débordé du cadre de la guerre à l'époque contemporaine, elle doit toujours s'inscrire dans le conflit, la tactique mettant en œuvre les moyens d'obtenir la victoire. Dans une première étape de sa réflexion, cet auteur souligne que la tactique se manifeste à tous les échelons des opérations militaires. À ce propos, il fait appel à Jomini qui parle de tactique de détail et de grande tactique. Cependant, Couteau-Bégary note plus loin que la stratégie a tendu à s'élever et à se dissocier de la tactique, dilatation du concept qui a amené à distinguer désormais un niveau intermédiaire entre la tactique et la stratégie, le niveau opératif, ce qui revient à distinguer la tactique et la stratégie selon un niveau qui fait de la première un mode d'échelle spatio-temporelle plus restreint que la seconde. Il précise d'ailleurs ce point de vue lorsqu'il écrit que le feu a longtemps été un facteur purement tactique, mais qu'il est devenu stratégique à l'époque contemporaine avec l'avènement de l'aviation, celle-ci dépassant l'horizon du champ de bataille pour mettre en œuvre ce que les théoriciens vont appeler le bombardement stratégique. C'est donc bien, conformément à la position prise dans le climat, la bataille et la guerre, la stratégie qui correspond à un théâtre d'opération. C'est l'acception qui lui est donnée dans le présent ouvrage, et qui s'accorde avec sa deuxième partie. Il convient maintenant de s'expliquer sur l'emploi du terme géostratégie. Là encore, faisons appel à Hervé Couteau-Bégary. Pour lui, le concept de géostratégie est un concept flou qui a été précédé par celui de géographie militaire, préoccupé de l'influence du terrain, connu, au demeurant, de toute éternité par les militaires. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la géostratégie prend forme et à la fin des années 1970, qu'elle est acquise définitivement. Son originalité vient de ce qu'elle déborde de la sphère militaire et privilégie le temps long et les grands espaces géographiques. Autrement dit, si la stratégie est l'espace militaire, la géostratégie est l'espace complexe où le facteur militaire se combine à d'autres facteurs qui peuvent être politiques ou sociétaux. C'est très exactement à ce contenu que répond la troisième partie. On a maintenu les appels bibliographiques dans le texte afin de respecter une lecture en continu. Première partie, l'ordre et le désordre climatique. C'est l'aspect climatique qui sera donc développé ici. Ensuite, on verra dans quelle mesure la réflexion militaire prend en compte ce dispositif, en vue de la décision. À ce propos, une précision est nécessaire. La relation spatio-temporelle définie plus haute implique qu'aucune échelle de commandement ne peut se dispenser des conditions atmosphériques. C'est d'ailleurs ce qui a été montré dans le climat, la bataille et la guerre. Toutefois, dans cet ouvrage, nous ne balayerons pas toutes les échelles mais seulement celles qui nous paraissent les plus caractéristiques d'un lien spectaculaire entre le commandement et le milieu climatique, ce qui tend à privilégier l'échelle des théâtres d'opération. 1. L'ordre climatique. La zonation climatique, les facteurs cosmiques et planétaires. L'ordre climatique, qui s'exprime par la répartition des différents climats de la planète, la mosaïque climatique, est dominé par l'emboîtement des échelles. Échelle globale, la planète, échelle zonale, échelle régionale, échelle locale, échelle stationnelle, niveau des microclimats. L'ordre climatique sur lequel il convient d'insister tout d'abord est d'ordre planétaire et zonal, avec dans chaque hémisphère, le passage des climats froids polaires aux climats chauds équatoriaux. La zonation qui découpe la planète en bandes est dominée par le critère thermique. Cette zonation thermique appelle à son tour la zonation des pressions, des vents et de l'humidité. Ainsi les climats polaires sont-ils à la fois froids et secs, à l'occasion tempétueux. Les climats tempérés sont dotés de l'alternance de saisons thermiques et de celle des pluies,
avec tendance saisonnière à la turbulence. Les climats dits subtropicaux, les grands déserts, sont très chauds, arides avec exceptionnellement des précipitations majeures. Les climats tropicaux et équatoriaux sont chauds et humides, rythmés par des saisons non pas thermométriques mais pluviométriques, d'où, piliers de l'ordre climatique, une climatologie globale et une climatologie zonale dominée par les facteurs cosmiques et par les facteurs planétaires. Les facteurs cosmiques sont constitués par la présence du Soleil et de ses relations radiatives avec la Terre, du mouvement de la Terre autour du Soleil, inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au plan de l'écliptique et sur elle-même. Ce sont ces mouvements en relation avec le Soleil qui imposent les saisons. Les facteurs planétaires sont constitués pour leur part par la sphéricité de la Terre et par l'atmosphère terrestre. C'est cette sphéricité et le filtrage différentiel du rayonnement solaire à travers l'atmosphère selon les latitudes, qui imposent la zonation thermique et ses zonations subséquentes, pression et vent. Ce sont donc les facteurs planétaires qui imposent la zonation climatique de la planète. La zonalité climatique, les facteurs géographiques. D'une manière générale, la zonation climatique est parfaitement perceptible. Elle est cependant loin d'être parfaite. C'est que des facteurs perturbateurs viennent en bouleverser l'ordonnancement. Ils sont d'ordre géographique. Ainsi, la zonation n'existe intégralement qu'en fonction d'un globe fictif, par exemple couvert par les océans. La première manifestation des facteurs géographiques est l'existence conjointe des terres et des mers ainsi que leur répartition. L'hémisphère sud est le plus océanique, ce qui a une importance stratégique. Les grands conflits se sont déroulés principalement dans l'hémisphère nord. Mais, ce qui a également une importance capitale, c'est qu'une large partie de la planète est cloisonnée par les terres et les mers selon un schéma méridien. L'exemple le plus achevé est dans le remarquable fuseau continental américain qui s'étire des régions polaires arctiques jusqu'aux eaux froides antarctiques, et dans son encadrement pacifique et atlantique, avec, pour ces océans, traversées identiques des zones climatiques des deux hémisphères. Sur ce schéma s'inscrivent à leur tour d'autres facteurs géographiques majeurs. Relief montagneux, système de relief méridien de l'Ouest américain avec entre autres les montagnes rocheuses et les Andes, massifs alpins, hautes terres de l'Asie centrale, etc. Mais il y a aussi l'influence de reliefs très diversifiés comme le sont les plaines, bassins parisiens, aquitains, bas rhodaniens, les bas plateaux, les montagnes moyennes, massifs central, Vosges, Ardennes, reliefs anciens de l'Europe centrale, etc. À échelle plus fine, on se trouve en présence de la morphologie de détail, le plus souvent ciselée à partir des réseaux hydrographiques. À cela s'ajoutent les étendues lacustres et les couverts végétaux, forêts et glaciaires, inland sea. Tous ces facteurs relèvent du milieu naturel. Or, l'homme doit être également considéré comme un facteur géographique du climat, tout d'abord par la possibilité qu'il a de modifier le milieu naturel, entre autres par l'élagage de forêts propices aux équilibres radiatifs et hygrométriques, et par la modification de la chimie atmosphérique. Il intervient aussi par l'altération que constituent les espaces bâtis. Ceci modifie pratiquement tous les paramètres climatiques, du moins dès lors que l'espace occupé est important, îlots de chaleur urbains, imperméabilité des sols, etc. Ce sont d'ailleurs les concentrations humaines qui, via leurs activités économiques et industrielles, participent à la modification des filtrages radiatifs de l'atmosphère avec les gaz à effet de serre et donc au réchauffement climatique. Un facteur puissant d'azonalité, qui en domine beaucoup d'autres, est l'influence des mers et des océans sur les continents. Ce sont les parties des continents les plus habituellement soumises à l'influence océanique qui sont les plus arrosées. Façades occidentales des latitudes moyennes où règnent les vents d'ouest océaniques, Colombie-Britannique, État du Washington et Britannique, Bretagne, etc. L'océan peut intervenir également sur les continents par le jeu des moussons pluvieuses d'été. Mais il peut aussi être source d'aridité pour les continents. Les grands courants marins froids qui longent la Basse-Californie, le Pérou, la Mauritanie,
la Namibie impose des déserts côtiers. Les mers et océans ont de même un rôle régulateur sur les températures. À même latitude, dans les pays tempérés, l'hiver est beaucoup plus doux en façade maritime qu'il ne l'est dans l'intérieur continental. C'est cette vérité élémentaire que niait ou feignait de nier Napoléon Ier. Lorsque l'intention d'envahir la Russie lui étant venue, il répondit en substance au tsar qui évoquait la rigueur hivernale de son empire. Le climat de l'Europe est le même partout, le climat, la bataille et la guerre. À l'inverse, les étés océaniques sont moins chauds que les étés continentaux. Par ailleurs, au cœur de la Sibérie orientale, en climat hypercontinental, les écarts thermiques intersaisonniers sont considérables, près de 65 degrés Celsius à Verkhoyansk. En climat hyperocéanique, les écarts sont considérablement resserrés, 7,6 degrés Celsius à Valencia en Irlande. Dans cette dernière station, avec des températures moyennes qui oscillent d'un mois à l'autre entre près de 7 degrés Celsius et un peu plus de 15 degrés Celsius, l'influence océanique est écrasante. Mais c'est surtout à l'ouest des continents des latitudes tempérées que s'affirme une telle influence thermique des océans. Sur les façades orientales, l'influence continentale interfère avec celle de l'océan pour donner des valeurs plus ouvertes. En façade orientale de l'Amérique du Nord, au bord de l'Atlantique, l'écart thermique intersaisonnier est de l'ordre de 24 degrés Celsius à New York. À Vancouver, en façade pacifique, à une latitude pourtant supérieure à celle de New York, cet écart n'est que de l'ordre de 16 degrés Celsius. Cette dissymétrie des conditions thermiques entre façades océaniques, dans l'hémisphère boréal où se trouvent concentrées les plus grandes puissances militaires de la planète, n'est pas anodine concernant le jeu géostratégique de ces puissances. Les ports militaires de Mourmansk, Europe du Nord, et de Vladivostok, façade orientale de l'Asie, sont imprégnés de cette différence de localisation, ce qui permet de mieux comprendre l'importance de Sébastopol pour la Russie. À ce facteur d'azonalité majeur, terre et mer, on ajoutera celui des montagnes. On n'y insistera pas. On sait que l'azonalité liée au haut relief fait que la neige et la glace règnent, ou plutôt régnaient il y a encore quelques décennies, jusque sur les hautes terres équatoriales de l'ordre de 5000 mètres d'altitude. La mosaïque climatique du globe. Abstraction faite des climats locaux et des microclimats, on aboutit, par recoupement des facteurs zonaux et des facteurs azonaux, aux climats régionaux qui constituent la mosaïque climatique du globe. C'est l'image fondamentale de l'ordre des climats. Pourtant, cette image n'est pas figée. Qu'elle soit caractérisée, selon la latitude, par le rythme thermique, en particulier aux latitudes moyennes, ou par le rythme pluviométrique, climats tropicaux, elle est, en réalité, mobile de part et d'autre de valeurs centrales. Les années s'écoulent, donnant à la galaxie climatique bien des preuves de mobilité, saisons plus froides, plus chaudes, plus sèches, plus humides que la normale saisonnière. Ainsi, la mosaïque climatique du globe est-elle mouvante autour d'un équilibre global. Elle est donc, bien qu'expression du climat dans ce qu'il a de continu dans la répétition de ses caractères, elle-même marquée du sceau de la variabilité. Si l'on prend le cas de la France, il faut bien voir cela. Le climat de la France est globalement stable. On sait que si l'on veut du soleil, il faut aller dans le sud-est. Si l'on veut une douceur assortie d'un ciel plus nuageux, on va en bordure de l'Atlantique. Dans le nord-est, on sait que, bon an mal an, les hivers seront les plus rudes. Il n'empêche que la très grande partie du pays, voire sa totalité, peut être prise dans des événements unificateurs et hors normes. Ainsi en a-t-il été avec la sécheresse estivale de 1976 et avec la canicule mémorable de 2003. Cependant, les gens du Sud, les Bretons, les Franc-Comtois conservent au fil des années leur climat. Bien sûr, il s'agit de la période contemporaine qui n'est pas totalement celle du passé historique, et qui risque de ne pas être celle d'un futur attendu dans le cadre du réchauffement climatique global. Ce qui précède aboutit à la nécessité d'une vision maîtrisée du climat, au fond, celle qu'illustraient avec leur bariolage de couleurs, les cartes murales qui ornaient avec d'autres, les écoles communales de jadis. Mais on ne les voyait pas que là. C'est aussi cette vision de la répartition des climats, répertoriés et décrits, que l'on trouvait dans les ouvrages des plus grands savants. Emmanuel de Martonne et son traité de géographie physique, dernière édition, 1940, en sont une illustre preuve. Il se trouve que l'on a largement oublié aujourd'hui,
cette expression du fondement de la climatologie géographique, et pourtant ce fondement reste, comme on tente de le prouver dans ces lignes, la référence obligée. Sans doute l'éloignement que l'on observe actuellement par rapport à ce concept vient-il du fait que les préoccupations concernant le réchauffement climatique sont globales, et que l'approche modélisante de ce réchauffement, elle-même globale, ne descend pas à toutes les échelles nécessaires à la maîtrise du tout. En l'état actuel des choses, on se trouve finalement confronté à une triple caractéristique du climat. L'ordre climatique, la variabilité de cet ordre, la possibilité d'un changement dans l'ordre existant. C'est le désordre du schéma moyen qui doit surtout nous retenir car c'est lui qui ouvre sur l'incertitude climatique, dont on n'a sans doute pas assez mesuré l'importance qu'elle a dans les décisions militaires. 2. Le désordre climatique. Le caractère chaotique de l'atmosphère. De même que nous avons tenté d'être simples dans ce qui précède, tout en respectant les fondamentaux, de même tenterons-nous de l'être dans un aspect de la science des climats particulièrement complexe. Les climats ont pour milieu l'atmosphère. C'est la manière dont l'atmosphère subit le forçage des facteurs cosmiques, planétaires et géographiques, dont dépendent les caractéristiques climatiques. Or, il se trouve que l'atmosphère n'est pas un milieu facilement maîtrisable. Il est même difficilement compréhensible dans certains de ses comportements. L'explication la plus pertinente de cet état de fait est que le milieu atmosphérique est chaotique. Ivar Ekeland, Le chaos, Poche, Le Pommier 2006. 1. Ekeland nous éclaire sur ce qu'est le chaos. Au départ, on prend appui sur un système dont on connaît le comportement car on sait de quels facteurs dépend son fonctionnement. On va suivre son évolution sans qu'il soit soumis à des influences extérieures. On s'intéresse donc à la situation de départ et à la situation d'arrivée. Or, si l'on fait 2 fois l'expérience... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.